Alors, bonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit problème d'introduction. Bienvenue en tous les cas dans notre 4e rendez-vous d'experts, les webinaires des ESMS. Pour ma part, je suis Béatrice Perron, consultante senior et pilote de projet à CHAM, qui fait partie du groupe Reliance. Et nous allons aborder aujourd'hui le sujet du maintien du résident, le projet personnalisé au travers d'une dynamique collaborative. Et pour échanger sur ce sujet, nous avons autour de la table aujourd'hui Madeleine Guichardière, qui est psychologue à l'EHPAD du Bosquet de la Mandalase. Et nous aurons également le témoignage de Nicolas Bress et de Chantal Le Glohan, qui sont respectivement responsables et agentes polyvalentes d'accompagnement à la MARPA du Val d'Arnon. Tout d'abord, nous commencerons par une partie plus théorique sur la présentation du projet personnalisé. Ensuite, nous écouterons le témoignage de M. Bress et de Mme Le Glohan sur le lancement du projet personnalisé au sein de leur établissement. Et enfin, nous interrogerons Madeleine Guichardière sur le cycle de vie du projet personnalisé, puisqu'ils l'ont mis en œuvre depuis un certain temps. Et à la fin du webinaire, nous animerons une session questions-réponses où nous inviterons à poser toutes les questions dans l'onglet « Questions » situé à droite de votre écran. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi interroger la MARPA du Val d'Arnon puisqu'on pourra les avoir sur scène à ce moment-là. Alors, sur la partie introductive, qu'est-ce que le projet personnalisé? Eh bien, nous allons d'abord faire un sondage pour savoir où vous en êtes sur votre projet personnalisé. Le sondage se trouvant à droite de votre écran également. On va vous laisser une trentaine de secondes pour y répondre afin de savoir quels sont vos projets en cours ou pas. Eh bien, nous vous remercions pour votre participation. Donc, pour commencer, le contexte du projet personnalisé, quel est-il? Dès l'admission du résident ou de l'usager, les établissements ont pour mission de réaliser le contrat de séjour qui est, lui, sur la responsabilité de la direction. Et ce projet personnalisé va venir s'associer par la suite à ce contrat de séjour et va débuter par le recueil des habitudes de vie d'un résident, puis travailler sur le projet individualisé du résident, avec une obligation réglementaire qui s'applique au niveau de la loi 2002 du Code d'action sociale et des familles, donc une partie réglementaire. Ce que je voulais préciser à ce point, c'est que vous allez entendre différents acronymes au sujet du projet personnalisé. Le projet personnalisé, projet d'accompagnement personnalisé, projet personnalisé d'accompagnement ou projet individualisé. Tout cela a bien la même signification. Ce que demande la réglementation, c'est que ce projet soit mis en œuvre au plus tôt dans la prise en charge et dans les 6 mois surtout de l'accueil du résident. Sur la partie, sur la partie enjeu, le premier enjeu étant de garantir l'accompagnement individualisé dans le respect des habitudes de vie et les souhaits de la personne accueillie. Deuxième enjeu, maintenir et développer la qualité des relations sociales. Et bien entendu, un troisième enjeu qui ne sont pas dans l'ordre, tous les trois, mais limiter la perte d'autonomie ou son aggravation. C'est un enjeu qui, pour nous, assureurs et risk managers, qui a toute son importance, bien entendu. Au niveau des définitions du projet personnalisé, qu'est-ce qu'on appelle le projet personnalisé? C'est une prise en compte des attentes et des besoins de la personne accueillie afin de lui proposer un accompagnement de qualité qui soit respectueux, adapté et surtout adapté à la singularité de chaque résident. Et pour ce faire, il doit être signé conjointement par le résident ou famille ou tuteur et le référent de l'établissement et être évalué à minima 1 fois par an en fonction des besoins.
Au niveau de la définition de ce projet personnalisé, il va reposer sur 3 dimensions. La vie sociale, la vie quotidienne et la vie médicale. Il s'agit bien là d'un projet qui va être collectif, qui va proposer un accompagnement de qualité, toujours respectueux, comme on le disait tout à l'heure, de la singularité de la personne accueillie. Et c'est un travail impérativement en équipe qui va permettre d'écouter, d'entendre et d'aider la personne en comprenant sa situation, vraiment pour exprimer ses attentes. On ne fait pas un projet personnalisé qui ne corresponde pas aux besoins du résident. Quels sont les différents acteurs du projet personnalisé? Autour de ce projet gravite, comme je vous le disais, toute une équipe, avec bien entendu à la base la personne accueillie. Cette personne accueillie ne pourra pas participer si elle ne le souhaite pas. Donc, on doit d'abord recueillir son autorisation. Également, ses proches peuvent participer. Et là aussi, si la personne accueillie le souhaite. Si elle ne le souhaite pas, nous ne le ferons pas. Le référent du projet personnalisé, c'est un personnage clé, j'allais dire, du projet personnalisé parce que c'est la personne qui va être auprès du résident, plus proche de ses habitudes de vie. C'est-à-dire que si quelqu'un aime jardiner, on va peut-être choisir quelqu'un de l'équipe technique. Et en tous les cas, c'est une personne qui va veiller à ses besoins et attentes. Il va rester attentif à son parcours, en lui offrant un cadre rassurant, lui présentant l'équipe lors de son accueil et surtout, pendant les 15 premiers jours où il arrive, essayer d'être attentif à tout son ressenti. Et puis, viennent aussi les coordonnateurs des projets personnalisés qui sont des personnes qui vont être en interface entre la direction et le référent et les équipes de soins pour gérer ce projet personnalisé. À côté de tout cela, nous avons l'ensemble des professionnels de l'établissement parce que dans le projet individualisé, ils seront co-acteurs de la rédaction de ce projet personnalisé, les bénévoles et les services civiques, les professionnels intervenant en amont et aussi potentiellement étant à l'extérieur de l'établissement, comme les kinés, les ergologues, lorsque vous n'en avez pas chez vous. Ensuite, nous allons passer aux étapes du projet personnalisé. Donc, le premier contact avec le résident se fait au plus tôt de sa prise en soin et si possible, avec une visite à son domicile. La deuxième étape de ce projet personnalisé consiste ensuite à apprécier les éléments lors de l'entrée du résident. Et c'est là où toute l'équipe peut participer puisque ce sont des temps d'observation, d'écoute, à savoir si par rapport à tout ce qui avait pu être colligé au moment de son premier contact, tout cela se réalise et correspond à ses besoins et attentes à l'arrivée dans l'établissement. Donc là, le rôle du référent, je vous le disais, est essentiel parce que c'est vraiment lui qui va être observateur de tout cela et gérer les équipes à ce moment-là. Au niveau de la troisième étape, vous avez la troisième étape consiste en la co-construction de ce projet personnalisé en équipe, donc à partir de réunions. C'est un moment instructif qui doit faire participer toute l'équipe et qui doit permettre à chacun de donner son idée sur la façon dont on va approcher les usagers. À savoir que cette étape est encore très très peu construite avec la participation de la famille et des usagers. Seulement 16% des projets personnalisés sont effectués sans la personne accueillie et son entourage. Vous avez des chiffres de l'ARS Pays de Loire qui montrent que ces chiffres sont de 8%. Donc, je pense que depuis 2015, les choses évoluent. Et là, ce sont des chiffres de 2018 qui prouvent à dire que ce chiffre s'améliore, mais ce n'est pas encore un résultat national. Puis sur l'étape 4, qui est la mise en œuvre, on va, à partir du plan d'action qui aura été construit au niveau de l'étape précédente, mettre en œuvre les activités. Ces activités auront été validées, je ne l'ai peut-être pas assez précisé dans l'étape 3, par le résident et sa famille pour être en accord, là encore, avec ses souhaits.
il y a dans cette mise en œuvre une phase test, toujours d'observation dans la mise en route de ce projet pour voir si ce qui était prévu, là encore, correspond bien aux besoins du résident. Sur l'étape 5, nous en sommes au suivi en continu et l'actualisation de ce projet personnalisé. Là encore, en fonction de ce que l'on peut observer auprès du résident, de ces temps d'animation, de ces mouvements dans l'établissement, voir si tout correspond bien. C'est une actualisation qui doit être faite dans l'année à minima de son arrivée et ensuite tous les ans. Et bien entendu, peut être révisée autant que nécessaire. Là encore, seulement 34% des projets personnalisés sont réévalués en tenant compte de ces changements. Donc, on voit bien que là encore, des progrès sont à faire sur la prise en charge du projet personnalisé. À ce niveau, l'ARS Pays de Loire avait un résultat de 17%. Un autre point incontournable du projet personnalisé, l'élaboration de vos supports, de vos documents. Bien sûr que tout cela ne pourra se faire sans avoir des documents, une procédure et des documents supports, à savoir que beaucoup de ces documents sont des exemples pour vous sur Internet. Donc, n'hésitez pas à aller colliger tout cela si vous en êtes à une phase de mise en œuvre. Et avant de mettre en route, bien sûr, votre projet personnalisé. Voilà ce qu'il en est de ces définitions, contexte enjeu du projet personnalisé. Avant de poursuivre nos retours d'expérience, je vais vous donner le résultat du sondage qui a été fait. Vous avez été 39 répondants et sur un projet personnalisé depuis plus d'1 an, vous êtes 29 à avoir mis votre projet en œuvre et 9 personnes sont en phase de lancement. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce sondage qui nous permet de voir qui est autour de la table aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la partie retour d'expérience et nous allons avoir la vidéo de Monsieur Bress donc, et de Madame Le Glohan de la MARPA du Val d'Arnon qui, eux, ont mis le projet personnalisé en œuvre depuis peu et vous expliquent quelles étapes ont été suivies. Bonjour Monsieur Bress, je vous remercie, et bonjour Chantal, je vous remercie de participer à ce webinaire aujourd'hui sur le maintien de l'autonomie au travers du projet personnalisé. Dans un premier temps, je vous demanderai de présenter votre MARPA et puis de vous présenter également tous les deux. Alors, la MARPA du Val d'Arnon se situe dans le Cher et appartient aux résidences autonomie en termes de fonctionnement. Et on est un petit organisme en fait, qui accueille 25 résidents et une équipe de 6 salariés. Et notre projet est à cœur en fait, de développer l'autonomie de nos résidents. Donc, je suis le responsable de la structure et Chantal qui m'accompagne est une salariée de l'équipe qui œuvre aujourd'hui pour mettre en œuvre le projet personnalisé au sein de la structure. J'aurais bien aimé savoir comment vous avez construit cette démarche. Alors, le premier déclencheur, naturellement, c'est celui de tout établissement, c'est de répondre aux obligations de la loi. Et puis après, il y a vraiment un contexte particulier qui est celui du maintien de l'autonomie auprès du public que nous accueillons. Et clairement, pour maintenir cette autonomie, il y avait un besoin de consolider nos pratiques et de professionnaliser les équipes. Et le projet personnalisé est devenu une évidence pour avancer dans ce sens. Monsieur Bress, quelles ont été les différentes étapes de construction de ce projet personnalisé? Alors, l'étape 1, c'était une réelle opportunité. En fait, nous avons intégré Malika, qui était stagiaire en formation professionnelle, en formation continue CAF Ruisse, et qui est venue pendant une longue période de stage au sein de l'établissement. Et Malika a fait réellement un travail sur le fond, sur le projet personnalisé. Elle a diagnostiqué en fait ce qu'il y avait et surtout ce qu'il n'y avait pas. Et de là, elle a créé un process et un ensemble de documents
qui nous permettent de théoriser déjà le projet personnalisé et de le construire, je dirais, administrativement pour l'ensemble des résidents qui pouvaient arriver à la Marpa. Bien sûr, cette phase était incontournable. Tout à fait, et essentiel, oui. Et essentielle. Et ensuite, qu'avez-vous pu mettre en œuvre? Et bien, par la suite, pour consolider cette phase, une fois qu'on avait les documents, les procédures, pour associer l'équipe et puis donner du sens au projet personnalisé, en fait, il nous a été évident de chercher un organisme de formation. C'est un peu là qu'on a croisé votre route pour déployer une formation sur le sujet du projet personnalisé. Alors, deux grosses phases sur cette formation, un apport théorique pour permettre justement un éveil aussi des équipes. Et puis le deuxième point, une partie très pratique avec essentiellement finalement des simulations pour un petit peu être dans la vraie vie tout en étant un petit peu préservé, une forme d'entraînement. Voilà, on s'est beaucoup échauffé. Et puis, après l'échauffement, la finalité, c'était d'intégrer les nouveaux résidents. Et puis, on a mis un petit peu sur le feu Chantal. Et Chantal a intégré les premiers résidents suite à cette formation et a pu mettre en œuvre les premiers projets personnalisés. C'est-à-dire que là, à ce jour, vous avez mis combien de projets personnalisés en œuvre? Alors, on est sur le deuxième projet personnalisé. Hein. C'est quelque chose de modeste, mais on avance. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Parfait. En 2 mois, vous êtes approprié la méthodologie. On commence. Mais ça, c'est à Chantal qu'il faut le demander. Alors Chantal, est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre de ces 2 premiers projets personnalisés avec les points forts que vous avez pu vivre et aussi les difficultés rencontrées? Alors, pour moi, le point fort, c'est que je m'aperçois que cela m'apporte une meilleure connaissance du résident et un meilleur accompagnement. Ensuite, c'est également une découverte plutôt positive qui donne du sens à notre métier. Ce travail, pour moi, me donne l'envie de faire d'autres projets. Alors, au point de vue des difficultés, ce qui est compliqué pour moi, c'est de rentrer dans l'intimité du résident, de sa vie personnelle. Pour le coup, il va falloir que je passe au-delà cette difficulté. Une autre de mes difficultés, c'est d'organiser mon temps de travail pour consacrer une analyse plus régulière au projet personnalisé. Ça, c'est certain. C'est certain que c'est une grosse difficulté dans le contexte dans lequel vous êtes, avec une petite équipe et de multiples tâches. Merci beaucoup, Chantal, sur ce retour d'expérience. Merci à vous. Monsieur Bress, pourquoi cette approche réglementaire et constructive vous a apporté un positionnement positif pour tous dans votre Marpa? Alors, le premier point, naturellement, c'est pour mettre en avant notre qualité en termes d'établissement. On a une obligation envers nos organismes de tutelle, donc cette vision, elle est très importante. Ça permet de valoriser notre travail et l'investissement de l'équipe. Pour l'équipe, naturellement, ça permet en fait de travailler davantage en collaboration et obligatoirement, ça va avoir un influx positif sur le climat social. Après, le point le plus important, c'est l'implication en fait de partenaires externes pour élargir un petit peu notre champ de vision sur l'élaboration du projet. Et la finalité, c'est évidemment que le résident est beaucoup plus impliqué dans la démarche de vie et du maintien de l'autonomie. Et on voit déjà que dans le premier projet qu'on a réalisé, on implique davantage le résident et on va le mettre davantage à l'initiative de certaines choses. Par exemple, c'est des choses, attention, très, très simples, mais qui ont un vrai sens. C'est de permettre à des résidents d'être acteurs en fait, de leur projet, c'est-à-dire organiser des sorties, par exemple, à l'extérieur. Au-delà d'impliquer énormément les résidents, on a l'avantage aussi par cette méthode d'élargir un peu notre spectre et d'aller chercher les familles. Et ça, c'est essentiel pour continuer à avancer et continuer à aller plus loin. C'est toujours le même débat pour maintenir l'autonomie. Plus on est, plus ce sera réussi en fait. J'imagine qu'ils apprécient cette démarche. Ils sont surpris et une fois de plus, ça met en avant notre professionnalisme et la qualité de l'établissement. Oui, vous valorisez votre établissement. C'est ça. Et on rassure les familles et on les rend partenaires. C'est le top. Une démarche dynamique. Alors, nous arrivons au mot de la fin. Que pourriez-vous dire l'un et l'autre
de cette petite expérience que vous venez de nous raconter? Alors pour moi, c'est une bonne expérience et ce sera un challenge au quotidien. Oui, j'imagine. Et monsieur Ce challenge, il est collectif. On est tous ensemble pour ce challenge parce que seuls nous allons plus vite, mais en groupe, nous allons plus loin. Merci beaucoup, c'est un très beau mot de fin. Bravo. Alors, après ce beau retour d'expérience, nous allons maintenant faire participer Madeleine Guichardière, je vous le rappelle, qui est psychologue à l'EHPAD du Bosquet, et qui va aborder le cycle de vie du projet personnalisé que je vais interviewer. Merci en tous les cas, Madeleine, d'être auprès de nous. Pourriez-vous nous présenter l'établissement et quelles ont été les origines de la mise en œuvre de votre projet personnalisé, s'il vous plaît? Bonjour, alors je suis la psychologue de l'EHPAD Le Bosquet de la Mandalase, un EHPAD de Haute-Savoie qui fait partie d'un groupe associatif, le groupe Odélia, de 4 établissements. Notre EHPAD est un EHPAD de 84 lits, dont 56 ont la spécificité d'être des lits pour des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, donc des lits en unité protégée. Nous avons aussi un PASA, un pôle d'activité et de soins adaptés pour accueillir en journée les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec des troubles du comportement modérés. Voilà. Donc, au niveau de la mise en place du projet personnalisé, celui-ci, il était déjà en place quand je suis arrivée il y a déjà 6 ans dans la structure. Il y avait déjà une procédure. Mais après un groupe de réflexion, l'association a décidé de mettre les psychologues en tant que coordinateurs des projets personnalisés des résidents. Et c'est pour ça que depuis bientôt maintenant 6 ans, c'est un de mes principaux objectifs au quotidien. Au quotidien, bien sûr. Alors, on reviendra sur votre rôle de coordonnatrice, mais avant cela, j'aimerais savoir quelles ont été les différentes étapes de mise en place de ce projet personnalisé. Alors, au niveau du process, il commence bien avant l'arrivée des personnes dans notre établissement. En fait, dès la visite de préadmission, on met en place, on leur donne un petit livret d'histoire de vie pour qu'ils répondent à des questions et que, enfin, le jour où ils arrivent, on ait déjà des informations et qu'on puisse les recevoir au mieux dès le premier jour, en fait. Et ça évite aussi d'avoir un bon nombre de questions le jour de l'entrée, qui est déjà un jour tout particulier pour eux. Après, le projet personnalisé, il ne va pas être établi tout de suite. On va laisser plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction des résidents pour que s'adaptent à notre établissement et s'habituent. Et puis aussi un temps d'observation pour les équipes. C'est qu'à environ 3 mois qu'on va mettre en place une réunion de co-construction en équipe pluridisciplinaire et qu'on va rédiger le projet personnalisé. Le résident est invité à cette réunion, mais il n'est pas toujours présent. C'est vraiment en fonction de ses souhaits et de ses capacités. Mais en tout cas, il est toujours consulté d'une manière ou d'une autre. Et il en est même pour sa famille. Dans un second temps, une fois que ce projet personnalisé est rédigé, on va prendre un temps avec le résident pour le présenter afin qu'il le valide. Et on va faire de même avec sa famille si lui, il le souhaite. Et enfin, la dernière étape du projet personnalisé, une fois qu'il a été validé pour tous, c'est de le réévaluer de façon habituelle. Alors pour nous, c'est au moins une fois par an, comme demandé par la HAS, mais on fait plus aux besoins par rapport aux besoins de la personne. Oui, très bien, très bien. Et quelle valeur accordez-vous à la place du référent? Alors, le référent. Pour nous, il a été difficile de mettre un référent unique, comme c'est préconisé par l'HAS. On a préféré mettre une équipe référente. On a la chance de travailler en étage et du coup d'avoir des petites équipes qui connaissent 28 résidents. Oui, ça correspond mieux. Voilà. Au vu du turnover dans ce métier, ça nous permet d'avoir un meilleur suivi et surtout une meilleure réactivité, puisque quelle que soit la présence des personnes de l'équipe, on peut répondre très rapidement. Par contre, on a fait le choix de mettre des référents, des responsables d'action du projet personnalisé. C'est pas mal aussi de pouvoir gérer comme ça.
Et de ce fait, quelle est votre fonction, vous, de coordonnatrice, hein, puisqu'on se trouve à une interface qui est un peu différente des préconisations de la Haute Autorité de Santé? Alors, mon rôle de coordinatrice, c'est avant tout de faire du lien entre les différents acteurs du projet personnalisé. Vous les avez cités tout à l'heure, c'est le résident, sa famille, les professionnels internes et externes, la direction, et en fait, toutes les personnes qui interviennent auprès de la personne et qui l'accompagnent. Mon rôle est avant tout de rassembler donc, à cette fameuse réunion pluridisciplinaire, mais je suis aussi responsable de la rédaction et de la gestion des projets personnalisés. Oui, ça fait de belles missions. Pardon, je vous écoute. Non, c'est bon. Et quels sont les bénéfices que vous avez pu observer après cette mise en œuvre depuis plusieurs années auprès des équipes, hein, et puis aussi au niveau des résidents? Alors, c'est des bénéfices pour l'un et pour l'autre, et les deux se complètent. Pour les équipes, tout de suite, il y a une chose, c'est qu'on connaît mieux le résident, et plus on le connaît, en fait, mieux on va répondre à ses besoins, et du coup, mieux on va l'accompagner. Bien sûr. Notamment à une situation où on avait un monsieur qui est un artiste peintre et qui était prof d'art plastique. Et en fait, comme il était peintre, on lui a proposé de faire de la peinture. Ça nous paraissait évident. Sauf que ça ne lui correspondait pas du tout. On s'est aperçu qu'en fait, on l'avait mis en difficulté. Et après réévaluation, on lui a proposé plutôt de donner des cours de peinture aux autres résidents. Et là, on l'a vu s'épanouir. Et en fait, on a pu préserver son autonomie. Oui, il n'était plus autonome pour peindre lui-même, mais par contre, il était tout à fait autonome pour transmettre ce qu'il connaissait aux autres résidents. Donc, sous cette forme-là, on a pu préserver son autonomie et surtout valoriser ce qu'il connaissait déjà. Voilà. Mais après, ça peut être avec des choses toutes simples du quotidien. Monsieur Bress en a parlé tout à l'heure. On peut mettre des choses toutes simples qui correspondent aux personnes dans notre établissement, comme par exemple les dames qui ont eu l'habitude de s'occuper de leur maison, de faire beaucoup de choses et de se sentir utiles. Et pour remplir ce sentiment d'utilité, simplement leur proposer de mettre le couvert. Et en fait, ça va préserver cette autonomie de mettre en action son corps et de mettre en place des choses. Oui, de valoriser la personne. Voilà. L'estime de soi, etc. sont des points importants, effectivement. Effectivement, pour les résidents, c'est les principaux bénéfices. Bien sûr. Et est-ce que vous avez ressenti des difficultés, des freins, j'imagine, dans cette démarche? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas toujours simple de mettre en place les projets personnalisés parce que c'est quand même une étape qui prend beaucoup de temps. Donc, on peut se retrouver en difficulté pour arriver à regrouper toute l'équipe pluridisciplinaire et surtout d'avoir la perception de chaque personne qui accompagne. Il y a aussi, on se retrouve dans notre établissement tout particulièrement face à une autre difficulté, c'est faire valider le projet personnalisé par le résident lui-même. On a 75% de notre population qui est atteinte de troubles cognitifs ou de maladies neurodégénératives, donc c'est pas toujours simple d'avoir la validation de la personne. Oui, puis c'est une grosse proportion en plus. Oui, effectivement. Et il y a une vigilance sur laquelle il faut être vigilant, pardon, c'est de bien répondre aux besoins de la personne. Voilà, cette population, elle ne peut pas toujours exprimer ses besoins et ses souhaits. Du coup, on va aller vers la famille et on peut se trouver en difficulté puisqu'ils ne peuvent pas répondre. Et du coup, la famille va nous donner ses propres souhaits. J'ai un exemple qui me vient en tête. On avait demandé à une famille, qu'est-ce qu'on fait pour vos parents? Et ils avaient dit, mettez-les dans la même chambre, ils sont en couple, il faut qu'ils soient dans la même chambre. Pour au final s'apercevoir que ça faisait déjà 20 ans qu'ils ne dormaient pas dans la même chambre. Effectivement. C'est un bel exemple, c'est une belle illustration. Et en termes d'évaluation, est-ce que vous avez pu mettre des indicateurs ou est-ce que vous êtes plutôt sur une évaluation qualitative? Parce que concernant votre population, ce n'est pas toujours simple de mettre des chiffres. Donc, où vous en êtes aujourd'hui, après ces 6 années? C'est vrai, comme vous dites, c'est difficile d'avoir des indicateurs chiffrés. On va plutôt s'appuyer, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, d'un changement de comportement par rapport à ce monsieur qui était artiste peintre ou par rapport à l'autonomie qu'il gagnait
ou qui vont préserver en mettant en place les actions qu'on leur propose, comme les tout à l'heure. C'est encore là l'observation qui prime et on voit toute l'importance qu'il faut donner à ces situations d'observation, d'écoute. Et c'est ce que vous disiez, c'est le côté positif qui a été apporté aux équipes en tous les cas. Oui. Écoutez, on arrive au mot de la fin, le temps passe très très vite. Que pourriez-vous nous dire justement comment valoriser ce projet personnalisé dans vos établissements ? Le projet personnalisé, pour moi, ça a vraiment permis d'établir encore plus un lien de confiance avec le résident lui-même et la famille. Et ça, comme on le connaît mieux, que le lien de confiance est établi, on peut vraiment aller directement aux actions qui permettent de préserver l'autonomie et de valoriser l'estime de soi. Et pour moi, c'est très important. Je pense que tout le monde participe au projet personnalisé et il y a des valeurs de l'établissement et de notre association Odélia qui le représente bien. C'est la valeur de la participation et il y a une phrase que je vais vous lire qui est très représentative. Que j'aime beaucoup. Rien de grand ne s'accomplit seul et la seule vérité est celle du vécu de la personne. La participation de la personne accompagnée et de sa famille doit faire partie intégrante du projet de l'établissement et de son projet de vie. Très bien, bravo. Vraiment, merci pour ce retour d'expérience. En tous les cas, pour notre part, la conclusion va aller dans le même sens. Ce projet permet vraiment de maintenir l'autonomie du résident. On le voit à travers des exemples que vous avez pu promouvoir. Et pour nous, notre place de risque manager est bien celle-ci, de s'attacher à la sécurisation, à la préservation de l'autonomie, mais aussi des contacts, de la vie sociale du résident et de faire participer le CVS. Tout cela sont des sujets qui ont toute leur importance et qui sont vraiment valorisés avec le projet personnalisé. Merci en tous les cas pour ces beaux retours à tous les deux d'ailleurs, que ce soit sur la mise en œuvre aussi bien que sur ce retour d'expérience après quelques années. Merci à tous en tous les cas de nous avoir écoutés. Nous allons participer maintenant à notre session questions-réponses. Alors, j'inviterai aussi Monsieur Bress et Madame Le Blohan à nous rejoindre. Et puis en première question, une question pour vous directement, Monsieur Bress, de quelqu'un qui nous demande si vous avez un psychologue en capacité d'intervenir auprès de vos résidents si besoin. Alors malheureusement non, en fait très compliqué dans nos structures de résidence autonomie d'avoir des psychologues. En revanche, on a tissé un lien en fait avec des professions un peu annexes par des ateliers de sophrologie, une socio-esthéticienne qui intervient tous les 15 jours. En fait, on travaille la psychologie par des moyens détournés. D'accord. Et une question pour Madeleine. Vous dites que la direction participe au projet personnalisé. De quelle façon ? Alors, elle ne participe pas forcément, elle est intégrée dans le projet personnalisé puisque elle valide les projets personnalisés une fois que ceux-ci ont été présentés à la personne et validés par la personne elle-même. D'accord. On va passer relativement vite d'une question à l'autre parce qu'on en a pas mal. Nous serions aussi intéressés par votre livret d'histoire de vie. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible ? Alors, c'est un livret d'histoire de vie que j'ai construit avec les outils que vous avez proposé de trouver finalement, qu'on trouve très facilement sur Internet. Et en fait, c'est toutes les questions dont on a besoin pour connaître la personne à son entrée. Donc, c'est des questions qui sont souvent déjà posées. C'est juste que je l'ai mis en forme, en fait. En forme, tout simplement. Alors, est-ce que les résidents de les agents, de votre résidence autonomie ont des formations spécifiques? Alors, je pense que c'est une question qui s'adresse bien sûr à la MARPA, donc à Monsieur Bress et Madame Le Blohan. Alors, notre résidence autonomie, comme beaucoup de résidences autonomie, elle a 10 ans. L'équipe a été intégrée depuis 10 ans. Alors, ils ont l'expérience naturellement du terrain.
mais ils n'avaient pas de formation initiale particulière, hein, comme beaucoup d'établissements lors de la mise en œuvre. Et c'est pour ça qu'on comble sur des actions très spécifiques. Là, pour le coup, le projet personnalisé, on est parti sur 2 jours de formation assez intense, hein, Béatrice pourra le confirmer. Et voilà, ça a permis vraiment, là, pour le coup, de travailler un vrai pôle une vraie strate de professionnalisation. Très bien. On me demande également comment faites-vous pour faire un dossier de préadmission pour les résidences autonomie? Alors, en fait, même, un peu le même fonctionnement que sur l'établissement de Magdelem. Nous, on rencontre quand on rencontre d'abord la famille, après on essaie dans la mesure du possible, alors, naturellement on est sur une situation particulière, on essaie d'aller chez le résident pour connaître son environnement, commencer un peu à connaître son histoire de vie. Alors, c'est pas eux qui le remplissent, mais c'est moi qui le remplis en amont. Et puis après, le résident vient faire une visite à la MARPA, donc ça permet encore de compléter et poser des questions un petit peu sur son histoire de vie, ses passions, ses envies. Et on est déjà dans le projet personnalisé en amont, mais sans le définir en fait. Bien sûr. Merci. On a une question pour Madeleine. Comment comment réussissez-vous à réévaluer votre projet personnalisé dans l'année, puisque là, c'est une personne qui se trouve dans une configuration avec 84 résidents et qui demande votre conseil? C'est pas toujours simple, effectivement, d'arriver à réévaluer dans l'année parce que malheureusement, les résidents ne restent pas forcément toujours très longtemps. Mais c'est une histoire de suivi. Des fois, le fait de réévaluer, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de changer. C'est juste se poser et dire est-ce que les objectifs correspondent toujours? Après, j'ai tout simplement un tableau de suivi et je me dis, je l'ai fait à telle date. Voilà, il faut que je le refasse à telle date l'année prochaine. Oui, c'est toute une organisation, mais une planification aussi à faire, bien entendu. Oui. Alors, une autre question, si un résident ou sa famille refuse de participer à la construction, comment valider ou comment obtenir une signature? Allez-y. C'est une bonne question. Ça peut être dans les deux cas, hein, autant chez moi que chez vous. En fait, quand je dis qu'il refuse de participer, c'est à la réunion elle-même de construction. Mais on ne va pas construire un projet personnalisé sans l'avis de la personne. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais faire des entretiens différents avec la famille, avec la personne elle-même, pour savoir les souhaits et les besoins. Et puis après, il y a tout ce qui est observation des équipes qui leur est présenté à ce moment-là a posteriori de la construction du projet personnalisé. Merci. Alors, une question qui nous concerne, quelqu'un nous demande comment accéder à ces formations. Eh bien, nous avons un catalogue formation qui propose la thématique j'allais dire en formation sur étagère, mais avec Monsieur Bress, nous avons pris la décision de faire vraiment une formation qui correspondait à ses besoins et personnalisée sur 2 jours. Voilà, donc un contact sur le service formation CHAM au travers de notre site CHAM. Voilà, vous pouvez nous contacter. J'insiste sur ce point-là, parce que pour moi, la réussite du projet personnalisé, c'est de sortir un peu du cadre légal pur et aller vraiment dans à quoi ça sert l'esprit d'un projet personnalisé. L'objectif, c'est pas de répondre à la loi, mais c'est d'apporter un plus pour les résidents. Et dans le cadre de cette formation-là, c'est qu'on a réellement personnalisé la formation. On a vraiment fait du sur-mesure. Alors, naturellement, ça a un coût, mais c'est aussi une volonté d'investir sur les compétences de nos salariés. En tous les cas, c'était une formation qui était très participative pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Une question qui vous concerne chacun, puisqu'on nous demande aussi quel support utilisez-vous? Un support écrit, un support informatisé? Alors, je ne sais pas lequel des deux veut prendre la parole. Eh bien, alors pour nous, c'est un support écrit. Naturellement, la volonté d'informatisation, c'est ce que tout le monde veut, et je crois qu'il y a aussi une volonté des autorités à aller dans ce sens. Après, moi, je dirais que si c'est écrit, bien classé, bien utilisé, naturellement, pas laissé à la vue de tous, on est quand même sur quelque chose qui est très opérationnel. Hein. Voilà.
Et moi, pour l'instant, on a la double tâche. Donc, je suis responsable de la rédaction. Donc, c'est moi qui rédige le format papier pour être sûr qu'il soit utile. Donc, il est utilisé tous les jours. Il est dans le classeur de soins des soignants. Donc, il est consultable au quotidien. Et pour moi, c'était important qu'il soit vraiment consulté et mis en place au quotidien. Et nous avons un logiciel de soins dans lequel on peut faire le suivi. Donc, pour l'instant, on a encore les deux. Et on est sur la période charnière où on essaye de passer seulement au dossier informatisé. Merci. On voit que ça facilite quand même la tâche, le dossier. Alors, une dernière question. Il y en a énormément qui arrivent. Comment se passe la diffusion des objectifs à l'équipe pour une mise en œuvre collective ? C'est vrai que là, nous avons deux types d'équipes, hein, une petite équipe et puis une plus grosse structure. Donc, là encore, deux questions. Alors, je dirais que pour nous, comme on est sur les balbutiements, ça reste que des vœux pieux. La volonté, c'est vraiment que toute l'équipe s'intègre et participe à la mise en œuvre. Et ça va être tout l'enjeu finalement de cette première étape, c'est que l'équipe s'approprie bien le sujet. Pour pallier un petit peu à ça, nous, ce qu'on fait, c'est que chaque salarié est référent d'un nombre de dossiers de résidents. Et c'est eux qui les échangent qui vont échanger lors de la réunion d'équipe et présenter leur travail, le fruit de leur travail auprès du reste de l'équipe et qui vraiment marquent leur point important sur ce dossier. Mais naturellement, la qualité, c'est l'affaire de tous. Hein. Bien sûr. Au niveau de votre EHPAD, Hélène ? Alors, le nombre de projets personnalisés fait que les personnes référentes d'action, souvent, sont présents à la réunion, donc ils savent qu'ils sont référents d'action, comme je vous disais. Et après, il y a une diffusion qui est faite de façon écrite. Comme je vous disais, on a toujours le dossier papier. Donc, je préviens les personnes que le dossier papier a été actualisé ou qu'il a été mis en place. Et je leur demande de le consulter et celui-ci est revu en réunion d'équipe. Très bien. Écoutez, je pense que là, nous arrivons vraiment au mot de la fin. Il y a encore d'autres questions, mais nous vous enverrons le replay et les réponses. Ne vous inquiétez pas, toutes les réponses seront apportées. Je tenais à remercier particulièrement Madame Guichardière, Madame Le Glohan et vous, Monsieur Bresse. Merci d'avoir été aussi très nombreux à participer à ce webinaire, un rendez-vous d'experts. Et nous espérons vous retrouver très prochainement sur d'autres sujets. Nous vous souhaitons un bel après-midi à tous et à très bientôt. Merci.